Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir. Le thème ce soir, c'est celui de l'Admageddon. On va vous expliquer de quoi il en retourne avec Julien Messia qui est à mes côtés. Julien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche et développement de Quantology Capital Management. Parce que c'est une boîte de tech, Quantology Capital Management, c'est ça, Julien? Exactement. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met en boîte le comportement des investisseurs. Voilà, parce qu'on croit à l'intelligence collective. Et en fait, on utilise des algorithmes, des statistiques pour modéliser le comportement des investisseurs. On n'a jamais raison tout seul sur les marchés. Exactement. Enfin, on peut avoir raison, mais c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est très bien résumé. C'est ça le sujet. Très bien résumé. On parle avec vous. Alors, on va parler de la tech américaine, puisqu'on est en pleine séquence de publication d'entreprises. Mais je voulais qu'on explique peut-être cette menace Admageddon. Donc, c'est le terme que les anglo-saxons utilisent pour matérialiser le risque, donc Armageddon, dans le monde de la publicité en ligne. Et c'est vrai qu'on en parle, alors ceux qui suivent ça de près en parlent depuis des mois, des trimestres maintenant, sauf que depuis qu'on a eu quelques résultats, ceux de Snap en fin de semaine dernière, ceux de Twitter également il y a quelques heures, quelques jours à peine, on a vu Snap s'effondrer de 25%, exactement. Twitter s'effondrer de 10%, Facebook, alors pour de multiples raisons, mais lui aussi qui vacille quand même, notamment avec des questionnements sur le modèle et la pertinence du ciblage publicitaire de ces grandes plateformes qui sont des applications plugué sur l'écosystème Apple. Parce que le point commun du sujet à toutes ces entreprises, c'est Apple. C'est exactement ça. C'est-à-dire que typiquement, une boîte comme Snapchat, quand on regarde les fondamentaux, ça n'a aucun sens qu'elle soit au niveau où elle est. Sauf que nous, on est investisseurs momentum. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir la tendance. Et Snapchat, depuis maintenant 2 ans et demi, à chaque publication, c'était des nouvelles positives qui arrivaient. Et donc, c'était des signaux intéressants pour entrer. Et c'est ce qui s'est passé. On avait une position sur Snapchat depuis l'été, qui a très bien déroulé. Snapchat était au plus haut historique. Et évidemment, avant la publication, nous, notre process, c'est de couper la position, parce que c'est du risk management, typiquement. Et donc, moins 25, on voit le truc qui arrive. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces boîtes momentum, ce qu'il faut se dire, c'est que comme ce n'est pas soutenu par des fondamentaux, à partir du moment où la tendance corrige, il faut sortir le plus vite possible. Et j'en veux pour preuve que, donc, il y a eu moins 25 la semaine dernière, mais encore cette semaine, c'est un drame, on est encore à moins 5, moins 6 depuis le début de la semaine, dans un marché qui up. Ce qui veut dire que le problème est spécifique à la boîte, à Snapchat, et que la communication n'arrive pas à rassurer les investisseurs, puisque le titre continue à baisser. Donc en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser attendrir par une affection par rapport à la société, mais se dire, voilà, pour l'instant, c'est dead money, on n'entre pas, on attend qu'un news flow positif revienne dessus. Les vieux gérants disent qu'il ne faut pas tomber amoureux de ces valeurs. Alors ça, pour le coup, c'est une règle d'or. C'est très juste, exactement. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe autour de la pub là? Parce qu'il y a Snap, il y a Twitter, il y a Facebook, à chaque fois quand même des grosses activités de publicité en ligne, je le disais, pluguées sur l'écosystème Apple. Tout le monde craint que les modifications des paramètres de confidentialité d'Apple soient une remise en cause profonde peut-être des modèles de publicité en ligne. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de montrer que tout cet univers est interconnecté. À savoir que c'est des boîtes qui sont indépendantes les unes des autres a priori, mais en fait, on se rend compte que si l'une modifie quelque chose, l'impact est global sur l'ensemble des secteurs. Donc ça démontre effectivement la fragilité de ce système-là, qui est quelque part hyper optimisé, tellement optimisé que dès qu'il y a un grain de sable dans le rouage, la réaction, elle est catastrophique. Donc oui, c'est pour ça que c'est un univers qu'il faut gérer avec des règles très précises et des règles immuables, systématiques. Nous, on a des règles systématiques, à savoir que la décision du gérant est une décision qui est liée à un algorithme. Et donc, c'est pour ça que l'affectif ne joue en rien là-dedans. Donc, et c'est la raison pour laquelle également, quand un investisseur traditionnel fondamental raisonne sur Snapchat, sur Apple, sur Twitter, il ne faut pas raisonner de façon unique sur la société, mais au niveau du secteur en général. Voilà. Et donc voilà, donc c'est en ça que c'est vraiment un secteur qui raisonne beaucoup plus à des techniques
comportementales et des techniques fondamentales. On en parlait avec des stock pickers juste avant qui reconnaissent eux-mêmes que les marchés sont momentum aujourd'hui et que la valorisation devient complètement mineure et secondaire dans l'analyse. Alors, à propos de momentum, justement, donc à l'inverse de Snap, c'est Tesla qui n'arrête pas de s'envoler. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce momentum sur l'action Tesla aujourd'hui? Est-ce que Tesla est une valeur inshortable d'une certaine manière, qu'on ne peut plus vendre à partir du moment où elle atteint cette puissance de momentum en entrant en plus dans le club des valeurs qui pèsent 1 trillion sur le marché? Alors là, il y a plusieurs arguments. Pour reprendre une expression comique assez connue, c'est par rapport à ceux qui ont essayé de la shorter, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà, donc ça a coûté très cher à certains. Ça a été la valeur la plus shortée quand même, à un moment, pendant longtemps. Mais simplement, il faut se rappeler des discussions qu'on peut avoir avec différents gérants de la place. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, même 2 ans, quand on parlait de Tesla, à chaque fois, les gens disaient « mais non, mais c'est totalement dingue, la valorisation, machin ». Sauf qu'en fait, 3 ans après, ça fait x5, x10. Bon, en fait, aujourd'hui, Tesla, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au-delà de l'aspect business qui commence effectivement à délivrer, ce qui est important, c'est le poids que le titre prend dans les indices. Eh oui. Un exemple, fin 2020, donc le S&P a annoncé l'intégration de Tesla dans son indice. Et entre le moment où l'annonce a été faite et l'intégration effective, donc il y a 1 mois de lag, le stock a pris 40%. Incroyable. Voilà. Donc c'est en ça que... Et je me souviens, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui me disaient, moi, dès qu'ils sont intégrés au SPI, c'est là où je vendrais. Ah bah, en fait, même pas, il fallait pas vendre. Mais non, mais c'est ça qui est dingue. Oui. Mais voilà. Et en plus, comme derrière, il y a toute la partie ETF qui réplique les indices, qui maintenant est énorme. C'est-à-dire qu'aux US, il y a 3/4 des flux qui vont directement sur la gestion passive. Donc, quand on achète un ETF S&P, on achète du Tesla. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, essayer de faire le malin en disant non mais Tesla, moi j'y crois pas. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. En fait, c'est vraiment ça qui est assez problématique, c'est que des gens essayent d'avoir raison tout seul. Sauf que quand on a tort tout seul, c'est terrible. Voilà. Et là, vous dites sur Tesla, par exemple, c'est si on se met pas vendeur aujourd'hui sur Tesla. Il n'y a aucun signal qui permet d'envisager la possibilité de commencer à réfléchir à être short Tesla. Strictement aucune raison. Et j'en prends acte aujourd'hui. Oui. Encore une fois, un exemple factuel. La publication de Tesla a eu lieu le 20 octobre. Sur la publication, rien de particulier, le prix n'a pas bougé. Par contre, donc ça valait quelque chose comme 800, 850 de tête. Là, aujourd'hui, avant que j'arrive, là, je voyais Tesla à 1050. Ouais. Donc ça a pris quoi? Ça a pris 25% entre le 20 octobre et aujourd'hui le 28. Donc ça veut dire en 8 jours, ça a pris 20%. Il faut imaginer en milliards de dollars ce que ça fait. C'est énorme. Ben on l'a vu, le contrat Hertz, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires pour Tesla. Ça a donné 120, 200 milliards aujourd'hui de capitalisation boursière. Il nous reste 3 minutes. Alors, il y a plein de boîtes que vous suivez et dont vous voulez parler. Julien, malheureusement, il va falloir en choisir une. Moi, je veux bien qu'on reparle de Lending Club. J'avais suivi il y a quelques années, effectivement, alors l'ascension puis le crash de Lending Club sur le marché américain. Qui était fondé et dirigé par un Français à l'époque. C'était l'histoire. C'est pour ça qu'on suivait notamment depuis Paris l'aventure Lending Club. J'avoue que j'en ai plus du tout entendu parler depuis, donc ça m'intéresse de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Écoutez, en fait, beaucoup de gens, je pense, considéraient que la société est un peu morte, en tout cas, était totalement sous les radars. Mais sauf que on assiste à un renouveau de la société depuis en fait le printemps de cette année. Puisqu'en fait, alors si je ne me trompe pas sur les chiffres, donc au printemps, au mois de mai, ça valait 15, là ça vaut 40. Donc ça a fait presque x3 en quelques mois. C'est toujours un modèle de prêt entre particuliers où ils ont complètement pivoté? Non, ça n'a pas changé, mais mais simplement c'est la perception des investisseurs sur le titre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que à chaque publication, là je prends celle-ci, je prends celle d'avant. Celle-ci, donc là, ça a publié hier soir. Là, on est à plus 30 à l'instant T. La publication précédente, ça fait plus 40, encore une fois. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que oui,
effectivement en termes de business, il y a quelque chose qui se passe, mais aussi de voir que nous, typiquement, on s'intéresse à des signaux faibles avant les publications. Et on avait détecté des signaux qui nous permettaient de prendre une petite position sur Lending Club. Donc là, on est plutôt satisfait du fait que ça prenne 30% sur la journée, quoi. Oui, c'est une boîte. La psychologie de marché s'est complètement retournée sur Lending Club aujourd'hui. Après que le titre a été dead money, sous les radars pendant des années. Massacré pendant 1 an et demi. Ouais. Et là, c'est un retour en grâce depuis le printemps de cette année. Et il ne serait pas étonnant de voir que certains investisseurs commencent à s'y intéresser à nouveau et de voir la volatilité baisser et de voir qu'à nouveau, on puisse retrouver une qualité sur ce titre. Bon. Le phénomène de foule à Wall Street est toujours aussi important. Vous étiez venu nous parler des meme stocks, du phénomène Wall Street Bets. Oui, on en parle moins parce que mais on en parle moins parce qu'on s'est habitué que ça y est, cette classe d'acteurs de marché est intégrée aujourd'hui dans les marchés. Totalement intégrée. Et puis en plus, il faut avoir en tête qu'il y a un phénomène de gamification dont on avait parlé la fois dernière. À savoir que maintenant, avec les applications, chaque particulier qui veut boursicoter, il peut le faire sur son portable, dans le métro, entre son domicile et son travail. Donc en fait, ça crée des nouveaux acteurs qui, eux, ne s'intéressent pas du tout aux fondamentaux de la société. Mais par contre, ils vont acheter Tesla parce qu'ils voient Elon Musk comme une icône. Et donc, ils veulent participer à son succès. Ouais. Et quelque part, en prendre part aussi. Et donc ça reste, c'est quelque chose qui est là pour rester. C'était votre conviction déjà à l'époque. Qui va encore augmenter, se développer. Merci beaucoup Julien. Merci d'être venu nous parler donc de ce thème du momentum à travers quelques exemples qu'on a pu citer ici et là sur le marché américain notamment. Julien Messia qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directeur recherche et développement de Quantology Capital Management.